Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h45. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons ce soir et nous commençons en fait de société. Les employés de l'entreprise sous-traitante d'Eneo de la région de l'ouest du Cameroun sont en colère. Ces agents chargés de la relève des index des compteurs et de la distribution des factures d'électricité se plaignent du mauvais traitement de leur patron et ce avec la complicité de la société en charge de la distribution de l'énergie électrique. Jean-Germain Yena et Herbert Kouamou. Des agents des entreprises sous-traitantes en charge de la relève des index des compteurs d'électricité et de la distribution des factures de Eneo de l'Ouest en colère, assis à même le sol, pancarte revendicatrice à main, 6 à l'entrée de la direction régionale de Eneo à Bafoussam. Ces hommes et femmes dénoncent le mauvais traitement de leur patron et ce avec la complicité des responsables de la société en charge de la production du courant électrique au Cameroun. L'autre c'est AES Sonel, l'autre c'est Europe Afrique. Voilà AES Sonel entré en tant qu'agent AES Sonel. Oui. Vous comprenez? Et maintenant, c'est quand c'est devenu un néo, on l'a reversé maintenant ici à Europe Afrique Service, entreprise sous-traitante de Néo. Les responsables de Néo disent qu'ils n'étaient pas au courant. Ce qui est à Chico. Ce sont eux qui nous ont envoyé, qui ont envoyé la nouvelle entreprise vers nous, pour nous faire signer un contrat où on nous demande de passer encore 6 mois de stage. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire 15 ans de relais, 5 ans de relais, 1 an de relais, et puis aujourd'hui on le révèle dans notre entreprise, on lui fait encore 6 mois de stage, puis il va toucher les droits, les 1/3 de son salaire. Entre des mois de salaire impayés, la non-confirmation au poste, la permutation sans être informé, la CNPS non régularisée. La liste des griefs est longue à laquelle il faut ajouter l'absence de la couverture sanitaire. Nous réclamons tout d'abord nos droits, c'est-à-dire nous avons 6 mois d'arriérés de salaire. Et aujourd'hui, on nous présente une autre entreprise, on nous reverse là-bas avec nos 6 mois d'arriérés de salaire, sans un ami. Représentants des employés, les responsables des entreprises sous-traitantes, la direction régionale d'Eneo et l'autorité administrative de Bafoussam étaient en gestation. Nous parlons également de religion dans ce journal avec le Tridome Pascal qui s'ouvre ce jeudi 1er avril 2021 pour s'achever le dimanche 4 avril prochain avec la célébration de la Pâque qui symbolise la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Et pour avoir une idée sur cette semaine sainte, nos reporters Jean-Germain Yena et Patrice Foucault ont rencontré un prêtre catholique ici même à Douala. Le Tridome Pascal s'ouvre ce jeudi 1er avril 2021 et ce jusqu'à dimanche 4 avril prochain, jour de la Pâque, la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Le Tridome Pascal, un ensemble de 3 jours où les fidèles chrétiens sont appelés à vivre intensement avec le Seigneur Jésus-Christ ces derniers moments et ces derniers jours passés sur la terre où il a accompli la mission pour laquelle il est venu dans le monde, sauver l'humanité. C'est l'ensemble, c'est 3 jours. Nous avons le jeudi. Le jeudi, il célèbre lui-même sa Pâque, parce que nous avons 3 Pâques. La Pâque commémorative, qui est la Pâque juive, la Pâque de Jésus-Christ, qu'il célèbre lui-même, et justement la Pâque chrétienne, qui est sa résurrection.
Donc au cours du repas, Pascal qui prendra avec ses disciples, l'un d'eux va le trahir. Trahir parce que justement il est accusé par les Juifs depuis longtemps de blasphémer, de manquer de respect à l'ordre établi. Bref, le message dont il est porteur n'a pas trouvé un bon écho chez ses contemporains et ses frères. Voilà pourquoi il décide donc de l'accuser à l'autorité romaine pour le crucifier et le tuer, parce qu'ils ne veulent plus de lui. Et cela sera donc fait au cours de la nuit de jeudi, et il sera trahi par l'un de ses disciples, et qui est apôtre même, qui est Judas. Le vendredi, donc toute la nuit, il sera traqué, il sera arrêté, la nuit de jeudi, et le vendredi au matin, il sera arrêté, il sera traîné au prétoire, au jugement, jusqu'à être condamné, et condamné au supplice de la croix. Il sera obligé lui-même de porter l'objet de son supplice, c'est-à-dire la croix, jusqu'au sommet du Golgotha, où il sera crucifié entre 12h et 15h. Et à 15h, il va mourir sur la croix. Lorsque les conditions sont rassemblées, au cours de cette messe, le célébrant passe au lavement des pieds des hommes qu'on pourra choisir comme cela, pour reprendre le geste de Jésus-Christ qui invite justement au service. Nous avons deux éléments fondamentaux et principaux le jeudi saint. Donc nous avons l'institution de l'Eucharistie, parce que c'est au cours de ce repas qu'il institue ce que nous avons aujourd'hui comme mémorial, l'Eucharistie, et aujourd'hui il institue également le service, donc le sacrement de service, l'Eucharistie et le service à travers le lavement des pieds. Et après donc la célébration de la Passion, le vendredi, on garde silence jusqu'au samedi et toute la journée de samedi, jusqu'à la célébration joyeuse de la veillée pascale. Et l'apothéose sera bien sûr le dimanche de Pâques. Pendant ces 3 jours de pénitence, de prière, de prédication, de méditation, d'exhortation et d'adoration, les ouailles devront faire preuve d'un comportement exemplaire, c'est-à-dire éviter toute tentation qui pousse à commettre le péché, mais de se rapprocher davantage du Seigneur et son foi n'a pas de sens. Donc, après cet effort de fuir le péché et de nous rapprocher de Dieu, nous devons faire l'effort de la foi. Croire qu'effectivement, tous ces gestes que Jésus pose, tout ce qu'il subit comme souffrance jusqu'à la mort et jusqu'à la résurrection n'est rien d'autre que l'objet, l'amour de Dieu pour l'humanité. Et nous devons adhérer à cet amour par notre foi. C'est donc toute une semaine sainte qui a démarré depuis dimanche dernier, jour de la célébration des rameaux, qui symbolise l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Bonne célébration à tous les fidèles catholiques. Mesdames, Messieurs, prenons la direction de Ngaoundéré, où le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagangele, a procédé à l'installation du tout nouveau délégué régional à la Sûreté nationale pour l'Adamawa. Au cours de cette cérémonie d'installation, le patron de la police camerounaise a profité pour appeler aux nouveaux promus ses missions essentielles. Boubacaré Moussa, notre correspondant depuis Ngaoundéré. En poste dans l'Adamawa depuis 2014, successivement comme délégué régional adjoint et puis par intérim à la Sûreté nationale dans cette partie du pays, le commissaire divisionnaire a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions par le patron de la police camerounaise. Dans son discours d'installation, le délégué général à la Sûreté nationale a présenté une longue liste de défis qui attendent le nouveau promu. Vous devez veiller à la protection des personnes et des biens, à la sécurisation de la nationalité camerounaise,
au maintien de l'ordre et de la paix sociale, à la lutte contre le grand banditisme et la criminalité sous toutes ses formes, à la lutte contre les actes de terrorisme, au respect et à la protection des institutions républicaines. C'est lui qui connaît parfaitement la région de l'Adamawa, où il est en fonction depuis 7 ans, se dit prêt à faire face aux nombreux défis qui l'attendent afin de venir à bout aux problèmes d'insécurité. Le secteur, comme a dit le patron, ne nous est pas inconnu, mais je peux rassurer les populations de cette région qu'à travers leur police, ils pourront dormir sur leur laurier. Bref, la police mettra tout en œuvre pour que chaque citoyen vaque à ses occupations en toute quiétude. Le nouveau délégué régional n'aura pas de répit et devrait s'attaquer au phénomène de grand banditisme qui sévit dans la région. Moi, je peux proposer aux autorités, c'est que les policiers doivent se mettre au travail. Les policiers doivent veiller, les policiers doivent sillonner. Le commissariat, c'est de doubler d'ardeur, non dans le travail, de vigilance. Parce que c'est eux-mêmes qui sont la pièce maîtresse pour la sécurité de la ville. C'est que nous, on veut seulement le sécuritaire dans cette ville. Parce que ce que ça nous dérange, il y a trop les agresseurs. Il y a trop. Le délégué général à la sûreté nationale a aussi attiré l'attention de celui qui aura désormais la charge de conduire le navire des services de la police régionale à bon port sur les missions essentielles de la police, à savoir maintenir l'ordre public et la paix. Nous parlons de santé dans ce journal Covid-19. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e était sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité du respect du port du masque dans les transports en commun et même dans les espaces marchands. Ceci sous fond d'accélération de la reprise du Covid-19 à Yaoundé, où le taux de personnes testées positives continue de grimper. Amon Brice Ngomo et Bisngoué depuis Yaoundé. C'est une situation inhabituelle, mais Covid-19 oblige. Tous les moyens semblent bons quand ils sont efficaces. Un passage par le marché Mokolo, au lieu-dit ancien stationnement de Douala. Malgré les apparences, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e n'était ni en balade, ni en train de faire du lèche-vitrine dans ce lieu populaire. Accompagné des membres de forces de l'ordre, Mamadi Mahamat voulait surtout s'assurer du respect du port du masque dans cet espace bondé de monde. Vous devez reporter à sa connaissance. Au cas où il y en a qui résistent pour dire qu'ils veulent entrer sans masque, vous n'acceptez pas. Vous envoyez vers lui rapidement, vous l'informez et lui a les moyens de contraindre à respecter les mesures gouvernementales. L'objectif de cette opération était avant tout pédagogique et non répressif. Plusieurs passants qui n'avaient pas de masque sur eux ont été tout simplement invités à en acheter, à la grande satisfaction des vendeurs ambulants et à côté, le regard curieux des enfants. Pourtant, tout ne se passe pas toujours comme attendu. Au sein du périmètre concerné, véritable marché à ciel ouvert dans cette gare routière de Yaoundé-Ouest, la nouvelle norme n'est pas respectée par la quasi-totalité des passants et commerçants. Micro à la main, dans l'intérêt de tous, l'administrateur civil principal appelle la population à respecter ces mesures pour lutter contre la propagation du virus. Et n'hésitez pas un seul instant, comme on le dit, à chaque fois que de besoin, de vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Et utilisez également le gel hydroalcoolique comme on a l'habitude de dire. Est-ce à dire que les citoyens se relâchent? Il faut remettre tout cela au goût du jour en distribuant des masques et en faisant prendre conscience du danger. Et le danger, en l'occurrence, ce sont des taux de positivité en forte hausse
dans la ville de Yaoundé. Ce Covid-19 existe réellement, déjà que les autorités sont descendues sur le terrain. Je crois maintenant cela, c'est vraiment bien sérieux. Et donc à ce titre, je ne peux accepter un client qui n'aborde pas son cas, je n'ai de peur d'être contaminé et qui ne contamine également les autres. Au-delà du seul port du masque, il en va de la responsabilité de tous pour respecter les gestes barrières, pour se protéger et protéger les autres. La pandémie est bien réelle, elle existe, protégeons notre environnement. Dans la région de l'ouest du Cameroun, le compte administratif de l'année budgétaire 2020 décliné en recettes et en dépenses de la commune de Pété Bandjoun dans le département du Kounki, région de l'ouest du Cameroun. Ce budget est connu, il a été adopté à l'unanimité des 38 conseillers présents lors de la session ordinaire du conseil municipal consacré à l'adoption des comptes de l'exercice 2020. Reportage. Le premier magistrat municipal de la commune de Pété Bandjoun, dans le département du Kounki, a présenté à l'organe délibérant de cette collectivité territoriale décentralisée, ce pour examen et adoption, les résultats de sa gestion en recettes et en dépenses au titre de l'exercice 2020. Nous avons pris bonne note des observations, des propositions, des recommandations que vous avez formulées au terme des travaux. Je puis vous assurer que nous les prendrons en compte. Je suis d'ailleurs convaincu que ces suggestions couplées aux délibérations que nous avons adoptées vont certainement contribuer à l'amélioration de la gouvernance au sein de notre commune. D'autre part, je vous serai assez reconnaissante de participer de manière plus active dans le paiement de vos redevances auprès de l'institution dont nous avons la charge. La lourde et exaltante mission confiée par nous, à nous, par nos populations, nécessite que chacun y mette du sien. Le budget 2020 de la commune de Pété Bandjoun était équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 201 554 700 francs CFA. À l'issue de son exécution, le compte administratif s'échiffre en recettes à la somme de 783 115 000 francs CFA, soit un taux d'exécution de 65,18%. Ce compte administratif a été adopté à l'unanimité par les 38 conseillers présents sur les 40 dont compte la commune de Pété Bandjoun. La difficulté rencontrée dans l'exécution de ce budget est, comme vous l'avez si bien dit, une difficulté liée au recouvrement de nos recettes. Nous avons eu des difficultés avec l'incivisme de nos populations et je pense que cet incivisme peut être toléré cette fois-ci vu la pandémie du Covid-19 qui a beaucoup affecté nos recettes. Cependant, nous avons adopté cet après-midi la mise ensemble des efforts conjoints pour pouvoir sensibiliser et recouvrer toutes les recettes qui sont dues. Dans cette mise ensemble, toutes les forces pourront intervenir, c'est-à-dire la tutelle qui nous a assuré son soutien, ainsi que les responsables du CDI et même les conseillers municipaux doivent nous soutenir dans cette lancée. Il est à noter que le faible taux de recouvrement des recettes propres était le ventre mou de l'exercice du budget 2020 dans la commune de Pété Bandjoun. Un faible taux de recouvrement dû à l'incivisme fiscal des contribuables. Le maire de cette collectivité territoriale décentralisée appelle à une synergie d'action de tous pour booster ces recouvrements au cours de l'exercice 2021. Le préfet du département du Kounki, Jean-Daniel Tchoboina, a salué le bon déroulement des travaux et a exhorté l'exécutif municipal et l'organe délibérant à poursuivre la franche collaboration pour le bien-être des populations dont ils ont la charge. Cette session des comptes de la commune de Pété Bandjoun s'est achevée par l'adoption de 9 autres délibérations qui vont concourir à l'amélioration de la gestion de la commune. Parlons toujours de développement local, cette fois-ci
dans la commune de Baham où les commerçants, les contribuables, les chauffeurs de taxi, les mototaximens et même les Bayam Selam étaient à l'école de la performance dans la commune de Baham, dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'ouest du Cameroun. Cette cérémonie a permis d'édifier ces différentes personnes. Ça a également alimenté leur discorde qu'il y a entre eux et l'administration fiscale d'une part et la mairie de Baham d'autre part. Une rencontre d'échange à cet effet a été tenue dans la salle multifonctionnelle de la commune de Baham. Frédéric Moutomé, Hébert Kwamou pour les détails. Il a principalement été question lors de cette rencontre échange à cœur ouvert entre l'exécutif municipal de la commune de Baham, les responsables des services déconcentrés, entre autres le chef de centre divisionnaire des impôts, le délégué départemental du commerce, les commerçants et les mototaximens exerçant dans cette collectivité territoriale décentralisée, de lever les équivoques et malentendus qui les mettent généralement en conflit, permettant aux contribuables de ne désormais payer que ce qu'ils doivent payer et à la bonne porte. Tout ce qui était tendu, on peut vraiment s'exprimer. On les a expliqué des choses qu'ils ont compris, notamment leurs droits et leurs devoirs, qui doivent payer les impôts, qui doivent payer certaines taxes pour pouvoir exercer leur commerce. Ils ont compris ce qu'ils ont à faire pour être dans la discipline, pour que nous vivons en paix, pour que tout le monde soit en harmonie, pour pouvoir ensemble bâtir Baham et bâtir notre pays. Aussi, les mototaximens ont été appelés à être en règle, à se faire enregistrer à la mairie de Baham, à être identifiables par le port du chasuble et à faire preuve de discipline. Sur les mototaxis, nous l'avons attiré l'attention sur le fait qu'il faut porter les casques, il faut porter les gants, il faut avoir des choisibles pour qu'on puisse savoir que c'est les mototaxis de Baham, pour éviter que les bandits ne s'infiltrent entre eux pour opérer. Nous demandons à ces mototaxis de respecter les règles parce que nous vivons dans un pays de droit. Des enseignements bien captés par les contribuables qui s'engagent à les vulgariser auprès des autres. Je suis d'abord très content parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, grâce à cette assise qu'on fait depuis janvier, on est en train de comprendre beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on connaît déjà nos droits, on connaît comment on va payer nos impôts, on va connaître désormais comment marcher pour vraiment arriver à ce que nous cherchons. Il est à noter que cette concertation entre l'exécutif municipal de la commune de Baham, les sectoriels, les commerçants et les mototaximens est la deuxième du genre et a pour objectif le développement harmonieux et la paix dans cette collectivité territoriale décentralisée de Baham, à l'ouest du Cameroun. Repartons dans la ville Château d'eau du Cameroun pour découvrir une image pas très connue de la ville de Ngaoundéré, surnommée la ville au nombril de montagne, ou encore la cité de Ardo-Jorbi, au nom du premier lamido de la cité, en quête des monuments qui retracent son histoire et surtout à la découverte des grandes figures de cette localité. Boubakari Moussa joue pour nous les guides touristiques. Le Lamida d'Ungaoundiri, véritable joyau culturel de la ville au nombril de la montagne, fait figure de la carte postale de la cité capitale de l'Adamawa. Ce patrimoine culturel qui fait la fierté de la cité de Ardo-Jorbi, du nom du premier souverain de la ville, est l'arbre qui cache la forêt, car les monuments historiques ou artistiques sont quasi absents. D'abord, on a des difficultés à construire des monuments en Ngaoundéré. Mais cependant, il y a quand même quelques monuments qui peuvent rappeler ce passé collectif là. Ici, je voudrais faire allusion au monument des anciens combattants, je crois bien. Ici, le monument représente, on dit monument de cinquantenaire des armées. Les monuments, statues ou créations artistiques qui constituent des patrimoines sur lesquels chaque peuple construit sa mémoire témoignent sur l'histoire de la vie des personnages historiques ou emblématiques de la ville. Le monument est une représentation symbolique d'une population sur leur passé. Un monument doit être
représenté dans un lieu où les faits sont déroulés. Un monument doit faire l'objet d'une commémoration. C'est pourquoi donc il doit être construit ou représenté dans un endroit où les faits sont déroulés. Si aujourd'hui, la ville est dotée de quelques rares monuments qui n'ont parfois rien à voir avec l'histoire de cette ère de civilisation, à savoir le monument de la place de l'Unité, érigé en plein cœur de la ville et inauguré par l'ancien gouverneur Eno Abraham Egbe, ou encore le monument du cinquantenaire de la jeunesse qui se dresse en face du bois de Marduk, plusieurs observateurs s'interrogent sur l'absence des monuments à la mémoire des figures emblématiques de la ville, comme le premier maire Doumbé Ouma ou encore le premier souverain Ardon Djobdi. Les monuments ne sont pas bien gérés. Dès qu'ils sont construits, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a pas d'entretien. Vous pouvez faire un tour là-bas et constater. Les monuments sont comme ça, c'est construit et c'est abandonné. D'après les autorités locales, la responsabilité de cet état de choses incombe aux collectivités territoriales décentralisées. Notamment au CDD, aux collectivités, au CTD, qui sont en charge de l'embellissement de la ville. Ils doivent mettre en pratique la loi 2013-013 du 18 avril 2013 régissant le patrimoine culturel. Les monuments ou édifices jouent non seulement le rôle d'embellissement du paysage culturel et esthétique de la ville, mais ils sont surtout édifiés pour transmettre des références et des valeurs à la postérité. Mesdames et Messieurs, parlons de nécrologie dans ce journal. L'unique et ancien député du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Lazare Swop, est mort ce jour. L'ancien maire SDF de la commune de Douala 3e est décédé ici même à Douala de suite de maladie. Reportage. L'honorable Swop Lazare n'est plus. Il s'est éteint dans la nuit du 30 au 31 mars 2021 des suites de maladie à l'hôpital général de Douala. L'unique et ancien député du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC y séjournait depuis quelques jours. Très affaibli par la maladie, l'ex-parlementaire était peu visible après la fin de son mandat à l'Assemblée nationale en 2020. Médecin de formation, Lazare Swop était un homme politique discret mais pragmatique qui a milité dans 2 partis politiques, où il a d'ailleurs assumé de hautes responsabilités. Ancien cadre du Social Democratic Front SDF, c'est sous les couleurs du Parti de la Balance qu'il est élu maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e de 2002 en 2007. Il ne parvient pas à se faire réélire au terme de son mandat à la tête de cette commune, reprise par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, parti au pouvoir. Entre-temps, Lazare Swop se brouille avec la direction du SDF qui l'accuse d'indiscipline. Il démissionnera de ce parti quelques mois avant le double scrutin législatif et municipal de 2013 pour rejoindre le MRC. Il est investi par le parti de Maurice Kamto qui participe pour la première fois de son histoire aux législatives et à la surprise générale, Lazare Swop est élu député sur les 4 que compte la circonscription de Vouri-Est. Il est d'ailleurs l'unique député de ce parti à siéger au cours de la 9e législature. Au terme de son mandat prorogé jusqu'en 2020, comme l'ensemble des députés et maires, Lazare Swop a quitté l'hémicycle de Ngouaekele et ne s'est plus représenté. Son parti ayant boycotté le double scrutin législatif et municipal de février 2020. Mesdames et Messieurs, parlons de sport, football. Coupe d'Afrique des Nations, 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Les Lions indomptables du Cameroun étaient face au Rwanda hier au stade de Japoma, ici même à Douala. Score de la partie 0 but partout. Que peut-on retenir du parcours des Lions au cours de cet éliminatoire? Reportage Moïse Bal. Les Lions indomptables du Cameroun terminent à la première marche du podium avec 11 points au Macoar, suivi du Cap-Vert qui enregistre 10 points. Le Rwanda est classé 3e avec 6 points et le Mozambique ferme la queue. Le spectacle offert hier par les Lions indomptables augure des lendemains incertains. Un jeu pâle, triste et tatillon. Les Lions n'ont pas pu imposer leur rythme à ce match. Entre précipitation et vitesse d'exécution, il y a eu un grand fossé. Jusqu'ici, Tony Conceição n'a pas
pas encore véritablement imprimé sa marque depuis sa prise de fonction. D'où la nécessité de renforcer l'effectif actuel en battant plus que jamais le rappel des troupes. Le Cameroun regorge énormément des talents susceptibles de donner une plus-value certaine à cette équipe fanion. Les balbutiements du staff technique ne sont pas de nature à garantir une progression normale des Lions indomptables. Les éliminatoires du mondial prévus au Qatar débutent au mois de mai prochain. Il est extrêmement urgent d'agir autrement pour éviter les surprises désagréables en cas de non-qualification pour ce mondial. C'est le Cameroun qui sera le grand perdant. Encore faut-il interroger véritablement la capacité managériale du technicien portugais Tony Conceição qu'il faudrait absolument remettre en cause. Avant de prendre la page internationale, nous intéressons toujours au sport football avec les 23 qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Ces 23 qualifiés sont connus et une place cependant reste à pourvoir entre la Sierra Leone et le Bénin. John Peter Carr, reportage. 23 des 24 qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise sont connus. Et pour cette grand-messe de football sur le continent, la Gambie et les Comores feront leur baptême de feu. En effet, ces deux nations auront la lourde mission d'exister, voire de résister face à des équipes rompues à la tâche. Le dernier cité n'était pas loin de sa première participation en 2019, mais il a été stoppé net par le Cameroun. Et justement, le Cameroun, pays hôte de la compétition, sera de la partie. Les Lions indomptables, qui seront à leur 20e participation, auront à cœur de décrocher une 6e couronne continentale après le sacre de 2017 au Gabon. Mais attention à la forte colonie maghrébine amenée par l'Égypte, qui sera à sa 25e participation. C'est d'ailleurs la nation la plus capée des 24 en lice. L'Algérie, 19e participation, est le champion en titre et il n'est pas exclu de voir une récidive. La Tunisie, 20e participation, et le Maroc, qui sera à sa 18e CAN, ne seront pas en reste. 16e participation pour le Sénégal, annoncé favori à chaque édition. Le Mali et le Burkina Faso reviennent pour une 12e fois dans la compétition. 3 expérimentés et pas des moindres sont à surveiller. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, 24e participation, le Ghana, 23e participation, et le Nigeria, 19e participation en phase finale. Comme en 2019, la Guinée sera de la partie pour une 13e participation. Eux, ils font leur comeback dans le tournoi. Le Gabon revient pour la 8e fois après 2017 à la maison. C'est presque le même scénario pour la Guinée équatoriale qui fait son retour pour la 3e fois après 2015, année de la CAN au pays. Le Soudan, 9e apparition, et le Malawi, 3e participation, seront des outsiders sérieux. Encore attendu, le vainqueur de la rencontre Bénin-Sierra Leone pour avoir le tableau complet des qualifiés. Chukwueze, clean throw and goal. Samuel Chukwueze. L'actualité à l'international est marquée par cette tentative de coup d'État déjouée dans la nuit au Niger et affirmée ce jour par le gouvernement nigérien 2 jours avant la prestation de serment du président élu Mohamed Bazoum. Au Niger, plusieurs personnes ont été arrêtées et la situation est désormais totalement sous contrôle. C'est ce qu'assure le gouvernement qui affirme aussi avoir déjoué un putsch. Le quartier présidentiel a été quadrillé par les forces de l'ordre, mais dans le reste de Niamey, la situation semblait normale ce mercredi. Cet incident intervient 2 jours avant l'investiture prévue vendredi du nouveau président élu Mohamed Bazoum, très proche du chef de l'État sortant Mahamadou Issoufou. Une tentative de coup d'État a été déjouée. Une enquête est ouverte. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les auteurs et leurs complices afin de les mettre à la disposition de la justice. Il en est de même pour le commanditaire interne et externe. L'ambassade des États-Unis à Niamey a suspendu ses services consulaires jusqu'à nouvel ordre. Celle de France a, elle, invité ses ressortissants à rester chez eux. Par ailleurs, le rassemblement de l'opposition prévu ce mercredi à Niamey a été interdit. L'ex-président Mahaman Ousmane, rival de Mohamed Bazoum, conteste les résultats du scrutin présidentiel. Il appelle depuis des jours à des manifestations pacifiques dans tout le pays. Avant de mettre un terme à ce journal, parlons également de cette actualité à l'international. La Cour pénale internationale confirme en appel l'acquittement de l'ancien
l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité. A priori, la voie est ouverte pour un retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le premier chef d'État à être jugé devant un tribunal. Ce 28 janvier 2016 s'ouvre le procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Tout a commencé 5 ans plus tôt, le 28 novembre 2010. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara s'affrontent lors d'une présidentielle tendue en Côte d'Ivoire. Quelques jours plus tard, la commission électorale publie les résultats certifiés par l'ONU. Ouattara, Alassane, 54,10% de suffrages exprimés. Des résultats invalidés dès le lendemain par le Conseil constitutionnel qui proclame la victoire de Laurent Gbagbo. Pendant 5 mois, le pays plonge dans le chaos. Les partisans des deux camps s'affrontent, les violences font plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo ne cède pas un pouce de terrain. Selon ses accusateurs, il aurait, avec l'un de ses fidèles, Charles Blé Goudé, organisé une campagne de viol et de meurtre pour terroriser ses opposants. Il est finalement arrêté en avril 2011 par les forces d'Alassane Ouattara, aidé par l'armée française, puis transféré à La Haye pour y être jugé pour crimes contre l'humanité. Madame la Présidente. Des accusations qu'il a toujours niées. Monsieur le juge. Après 3 ans de procès et l'audition de 82 témoins, les preuves contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont jugées insuffisantes. En janvier 2019, les 2 hommes sont acquittés et remis en liberté sous condition 1 mois plus tard. Mais la procureure Fatou Bensouda fait appel. C'est ce mercredi que la CPI va rendre sa décision. Elle pourrait soit confirmer l'acquittement, soit ouvrir la voie à un nouveau procès. Fin de ce 19h45. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvez à 21h Sandra Péniel dans le cadre du programme Tout au clair avec un panel d'invités triés sur le volet. Quant à moi, j'aurai le plaisir et le privilège renouvelé de vous retrouver demain quand il sera 19h45. Bon suite de programme à tous. Bonsoir.